Bonjour chers abonnés, voici une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo concerne la TVA et les collectivités locales et la question est posée, est-ce qu'elles sont soumises ou est-ce qu'elles sont redevables? Alors j'en avais parlé déjà de la TVA, mais c'est vrai que j'avais évoqué ces deux termes et je me suis dit, un jour ou l'autre cette question va se poser, comment vous faites la différence entre ces deux termes et puis comment vit-on la TVA au jour le jour pour les collectivités locales? Alors il est vrai que pour les collectivités locales, ce mot TVA, c'est le mot qui fait généralement peur. Alors je vais commencer par le cas normal, enfin normal, je dirais le cas général plutôt, et puis je passerai à ces notions de soumission ou de redevabilité. Je vais commencer par le cas général. Normalement, vous êtes une collectivité locale, au sens européen du terme, vous êtes ce qu'on appelle un consommateur final. Alors cette notion de consommateur final est très intéressante puisqu'elle vous sort immédiatement du cas normal d'une entreprise. Et les conséquences sont immédiates. Je vais les présenter de deux façons. D'une part, au titre des prévisions budgétaires, c'est-à-dire donc la construction des budgets, et puis l'exécution budgétaire, donc quand on émet des mandats, fait des dépenses ou des recettes. Alors, la prévision budgétaire, donc la construction des budgets, eh bien, pour les services qui vont émettre des prévisions, pour ce qui est des recettes, eh bien, les recettes, elles ne comportent en principe aucune TVA. Moi, je n'ai jamais vu, par exemple, des impôts prélevés qui soient en plus dotés de la TVA à payer. Je pense que nous serions accueillis, non pas à bras ouverts, par les contribuables. Donc, effectivement, l'ensemble des recettes sont exprimées dans le budget sans TVA. Donc, ça, c'est très clair. Il n'y aura pas de TVA qui sera demandée auprès des administrés. Si c'est sans TVA pour les recettes, par contre, pour les dépenses, vous allez avoir une prévision qui intègre bien évidemment la TVA, et donc effectivement on pourra dire que la TVA pèse dans le budget, dans l'équilibre du budget, donc c'est très clair là-dessus. Vous avez ces deux conséquences, certes, pour les prévisions. Vous avez aussi un fait qui est indéniable, c'est que quand on est dans le cas général, vous n'avez aucune obligation de créer un budget annexe si la loi ne le prévoit pas ou si le conseil délibérant ne le demande pas. Donc effectivement, on peut très bien envisager le cas d'une collectivité qui garde uniquement son budget principal. Je vous renvoie à ma vidéo où il y avait justement les cas de création d'un budget annexe. Donc allez-y gaiement, je vous en prie. Alors, nous avons vu les conditions, enfin les conséquences en matière de prévision budgétaire. Je vais passer cette fois-ci à l'exécution budgétaire. Donc, l'émission des mandats donc pour les dépenses et des titres de recettes pour les recettes. Alors, les titres de recettes, c'est très simple. Vous adressez à l'intéressé ce titre de recette et donc, effectivement, il n'y a pas autre chose que le montant à payer et on en reste là. Pour ce qui est des dépenses, bon, effectivement, vous recevez une facture de la part du fournisseur et elle peut comprendre effectivement de la TVA. Je ne dis pas qu'à tous les coups il y en a de la TVA à payer, mais s'il y en a, effectivement, vous allez la comprendre, cette TVA. Une chose est sûre, que ce soit les dépenses ou les recettes, vous avez donc une série unique en matière de mandat et de titres de recettes, et donc ce que je viens de raconter, donc pour les prévisions ou pour l'exécution budgétaire, c'est, je dirais, la grande majorité des cas. Seulement voilà, nous ne sommes pas dans un monde parfait et nous avons des activités qui sont dites donc soumises à la TVA. On va voir comment. Et d'abord, qu'est-ce qu'on entend par soumission à la TVA? Eh bien, la soumission à la TVA, c'est prendre en compte qu'il y a un certain nombre d'activités qui, ma foi, vous n'avez pas le choix, vous devez vous comporter comme une entreprise. Alors, pour avoir un peu plus de précision, c'est la loi qui va vous dire, voilà, pour tel type d'activité, c'est soumis à la TVA. Donc, généralement, vous retrouvez ces points dans le Code général des impôts. Vous allez le retrouver aussi de par une soumission par la nature des opérations. Alors, généralement, les opérations que l'on qualifie d'industrielles et commerciales font partie de ce périmètre de soumission à la TVA. Alors, généralement, industriel, comprenez, vous avez de la matière première, il y a un process de production et in fine, vous avez un produit que vous vendez aux clients.
l'opération commerciale, j'achète, je revends. Donc effectivement, là aussi, le client va payer. Et dans ces deux cas, que ce soit industriel et commercial, vous avez une notion de lucrativité. Hein. Donc effectivement, on ne le fait pas pour le plaisir. Il y a quand même l'envie de gagner quand même de l'argent. La soumission par option, alors effectivement, cette troisième solution s'ouvre pour un certain nombre d'activités. Ces activités, la loi vous laisse l'opportunité de passer ou de ne pas passer à la TVA. Donc effectivement, si vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires, on peut considérer qu'effectivement, vous n'êtes pas tenu de passer à ces obligations. Alors la soumission à la TVA, ça suppose des obligations comptables, des obligations fiscales. Je vais les aborder successivement. Obligations comptables, effectivement, si vous êtes dans une opération, des activités qui sont soumises à la TVA, il convient de les séparer du reste de la troupe. Et donc effectivement, vous avez deux techniques comptables qui sont prévues par la réglementation pour les collectivités. La première, c'est ce qu'on appelle la sectorisation. Donc en clair, vous allez créer une véritable enclave budgétaire en dépenses, en recettes, dans le budget principal, et ça va avoir, donc ça va apparaître nettement, informatiquement, vous avez cette possibilité de le faire. Alors, certaines collectivités ont opté pour la forme intégrale, c'est-à-dire donc le budget annexe. Alors, des fois, on n'a pas le choix, c'est un budget annexe. Donc, effectivement, dans les deux cas, au moins là, vous avez la possibilité de bien séparer ces activités. Alors, vous êtes comme une entreprise privée, vous êtes tenu à garder les factures. Hein. Donc en dépenses, mais aussi en recettes. Cette conservation s'applique aussi bien pour les entreprises privées que pour la collectivité locale qui se retrouve dans ce cas-là. Ça permettra, le cas échéant, donc, effectivement, à l'administration fiscale de procéder à des contrôles sur les opérations de TVA, le cas échéant. Alors, vous êtes tenu quand même aussi d'émettre des mandats des titres de recettes. Je dirais que c'est séquentiel. Vous n'avez pas la possibilité d'émettre deux factures numéro 1 ou numéro 2. Donc on est bien sur des factures, je dis bien. Vous avez à émettre, certes, vous êtes en comptabilité publique, un mandat, oui. Et pour ce qui est des recettes, vous émettez non seulement un titre de recette, mais aussi une facture. Et la facture, elle comprend, comme son nom l'indique, des mentions obligatoires. La raison sociale, donc collectivité X, ses coordonnées, postales, bancaires. Elle va comprendre bien évidemment un numéro de facture 2021 numéro 1 par exemple. Elle va comprendre bien évidemment la nature du bien ou de la prestation, la quantité, le prix hors taxe, le montant hors taxe total, le taux de TVA applicable, le montant de la TVA, et puis le montant de TTC. Alors bien évidemment, ces différentes informations ont un caractère obligatoire. Je rappelle que nous sommes une économie dématérialisée, bien évidemment, l'émission de cette facture devra se faire sur un aspect dématérialisé. C'est très clair là-dessus. Alors, ok, obligation comptable, c'est une chose. Vous devez quand même avoir aussi à l'esprit qu'il y a aussi des obligations fiscales. Alors ces obligations fiscales, elles sont multiples. La première, c'est que quand je démarre une opération en l'état, il faut faire une déclaration d'existence ou de cessation si vous l'arrêtez, c'est clair. En contrepartie, vous allez obtenir ce qu'on appelle un numéro de TVA intracommunautaire. Alors normalement, c'est lorsque vous menez des activités donc soumises à la TVA. Pour autant, dans le cas de l'autoliquidation, vous n'êtes parfois pas du tout soumis à la TVA, et quand même, vous allez avoir besoin de ce numéro pour permettre aux fournisseurs, je pense notamment communautaires, de vous facturer le cas échéant hors taxe, puisque bien évidemment, une facture doit comprendre la TVA dans le cas normal. Déclaration portail DGFiP, oui, chaque mois ou chaque trimestre, enfin tout dépend de la périodicité retenue, vous devrez donc
pouvoir faire cette déclaration électronique avant le 24 de chaque mois. C'est un impératif. Qui dit déclaration mensuelle, vous avez aussi à opérer parfois des régularisations annuelles. Alors cette régularisation se fait notamment avec ce qu'on appelle le coefficient de déduction. Alors je ne saurais trop insister sur le fait que ce coefficient de déduction de la TVA est quand même important dans le sens où il va impacter aussi sur les prévisions que vous allez faire pour le budget. Normalement, vous allez faire, si vous êtes dans une activité soumise à 100% à la TVA, vous avez un montant hors taxe uniquement indiqué dans votre budget en tant que prévision. Mais imaginons que vous n'ayez pas un coefficient de 100% de TVA, donc auquel cas la prévision sera impactée. Ça veut dire en clair, vous allez intégrer non seulement le prix hors taxe, mais la partie de TVA que vous ne pourrez pas déduire par la suite. Vous êtes soumis dans le cadre des achats intracommunautaires à des obligations. Alors intracommunautaire Union Européenne et le cas échéant aussi avec les pays de l'espace économique européen, je pense notamment la Suisse, la Norvège. Si vous faites ce genre d'achat, effectivement, et que vous êtes livré en France pour des biens, n'oubliez pas que vous avez non pas un mandat, mais deux mandats qui vont être générés, un mandat hors taxe pour le fournisseur et un mandat que vous allez faire en tant que client au centre des impôts, donc à la DGFiP, puisqu'effectivement on est dans un cas où finalement ce n'est pas le fournisseur qui encaisse la TVA, mais c'est le client qui devient ce qu'on appelle redevable. Enfin, le seuil de franchise, alors effectivement vous êtes soumis à la TVA, ça ne veut pas dire pour autant qu'à tous les coups vous allez encaisser facturer la TVA. Tout dépendra du seuil de chiffre d'affaires annuel constaté pour tel type d'activité. Donc si vous êtes en dessous de ce seuil, eh bien vous pourrez donc mentionner sur la facture franchise en base, article 295 du CGI. Donc effectivement, c'est une option qui peut arriver. Alors voilà, j'en ai fini avec la partie soumission à la TVA. Donc je vais passer à la partie redevabilité à la TVA. Alors le principe, c'est que normalement, quand vous êtes soumis à la TVA, quand vous facturez un client, vous êtes non seulement soumis à la TVA, mais vous êtes redevable. C'est-à-dire en clair, vous encaissez la TVA et vous la repassez donc à la DGFiP. Donc il y a confusion entre ces deux qualités de soumis. Donc vous avez bien vu tout à l'heure, vous êtes tenu à des obligations comptables et fiscales, mais en plus, qui doit payer la TVA, c'est celui qui est soumis. Mais parfois, et c'est le cas de ce pavé sur l'exception, eh bien vous avez des fois où c'est non pas le fournisseur qui va repasser la TVA donc à la DGFiP, mais ce sera le client, et je pense notamment le cas de l'autoliquidation que j'aborderai dans les jours à venir. Donc effectivement, c'est un cas qu'il ne faut pas négliger. Dans ce cas-là, ce n'est pas au fournisseur à vous facturer, mais c'est à vous de le faire. Donc on verra dans quel cas ça se passe. En attendant, écoutez, je vous dis à la prochaine, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, à bientôt.